Bonjour et bienvenue. Quand on pense à Fukushima, l'image qui vient tout de suite, c'est celle du tsunami. Cette vague immense, une catastrophe naturelle qu'on dit inévitable. Mais, et si la véritable histoire n'était pas dans la vague elle-même? Si elle se cachait plutôt dans les décisions, les choix humains qui ont eu lieu bien avant? C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. Cette phrase, elle est très forte. Et attention, elle ne sort pas de la bouche d'un activiste. Non, c'est une conclusion, noir sur blanc, du rapport officiel du gouvernement japonais. Et là, ça change complètement la perspective. On passe d'une fatalité, d'un coup du sort, à une défaillance qui aurait, peut-être, pu être évitée. C'est vraiment le point de départ de toute notre analyse. On entre donc dans notre première partie, parce que les enquêtes qui ont suivi l'accident ont révélé une histoire bien plus complexe. Une histoire où, finalement, le séisme et le tsunami n'étaient que les déclencheurs, les détonateurs d'une bombe à retardement bien plus profonde. En fait, que ce soit l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est un peu le gendarme mondial du nucléaire, ou les nombreuses commissions indépendantes, eh bien tout le monde est arrivé à la même conclusion. L'accident ne peut pas être mis simplement sur le dos d'un événement naturel exceptionnel. Le vrai problème était ailleurs. Il était ancré dans le système lui-même. Le terme exact que les experts emploient, c'est celui de crise systémique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça signifie que ce n'est pas juste une panne technique, un boulon qui lâche, non. C'est une faillite à plusieurs niveaux en même temps. La technologie, évidemment, mais aussi toute l'organisation humaine qui la gère, et puis ce qu'on appelle la culture de sûreté. Cette mentalité qui fait que la sécurité est la priorité numéro 1 absolue. À Fukushima, toutes ces barrières ont cédé. D'ailleurs, le rapport officiel de la Diète japonaise est très clair là-dessus, et il n'hésite pas à nommer les responsables. D'abord, l'opérateur, TEPCO, pour ne pas avoir pris les mesures de précaution nécessaires. Et puis, juste derrière, les agences de régulation, la NISA et la NSC. On leur a reproché leur manque de vigilance et peut-être aussi leur manque d'indépendance par rapport à l'industrie qu'elles étaient censées contrôler. Bon, ce constat étant fait, ça nous amène tout droit à notre deuxième partie, les leçons apprises. Face à un tel échec, il fallait réagir. Et la réaction de l'industrie nucléaire mondiale a été massive. L'heure était à ce qu'on appelle le retour d'expérience, pour que, plus jamais, une telle catastrophe ne puisse se reproduire. L'onde de choc de Fukushima a littéralement forcé tout le secteur nucléaire à une profonde remise en question. Ce grand processus d'analyse, on l'appelle le RETX pour retour d'expérience. Il a été lancé absolument partout dans le monde pour analyser, comprendre et tirer toutes les leçons de l'accident. Et ça s'est traduit par des choses très concrètes. En Europe, par exemple, toutes les centrales nucléaires ont dû passer des stress tests pour voir comment elles résisteraient à des événements extrêmes. On a renforcé partout les défenses contre les séismes, les inondations, et on a lancé d'énormes programmes de recherche, notamment sur une question qui est devenue cruciale. Comment on gère un territoire contaminé? Et sur ce point, justement, on a assisté à un changement complet de philosophie. Avant, le modèle, c'était Tchernobyl. On crée une immense zone d'exclusion, on l'isole et on laisse la nature faire son travail. Fukushima inaugurait une toute nouvelle approche, l'approche de la reconquête. L'idée, c'est de lancer des opérations de décontamination massive pour permettre un jour aux populations de revenir. Et cette idée de reconquête, il faut bien voir que c'est d'une complexité incroyable. On ne parle pas d'un simple nettoyage de printemps. Il a fallu créer de toutes pièces des filières industrielles complètes pour trier, traiter et stocker des millions de mètres cubes de terre et de déchets contaminés. C'est un défi logistique et technique absolument colossal. Ça montre bien comment l'accident a forcé à innover. On arrive à notre troisième et dernière partie, et peut-être la plus compliquée, le défi de la culture. Parce que tirer les leçons techniques, c'est une chose, mais faire évoluer les mentalités, les comportements humains, c'est une autre paire de manches. Et c'est vraiment là que tout se joue. On peut écrire les manuels de procédure les plus parfaits du monde, renforcer toutes les normes de sécurité possibles, mais à la fin, la sûreté, elle repose sur les épaules des femmes et des hommes qui sont sur le terrain, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Par exemple, après l'accident, de nouvelles règles très strictes ont été mises en place pour chaque intervention en milieu radioactif. Chaque mission doit être validée par un superviseur, on ne travaille plus jamais seul, mais toujours en binôme, et la durée est limitée à 2 heures maximum pour contrôler l'exposition aux radiations. Sur le papier, c'est un cadre très clair, très sécurisant. L'opérateur, TEPCO, a même créé des outils pour ça, pour essayer de promouvoir une nouvelle culture, comme cette échelle de l'autoresponsabilité. L'idée, c'est d'encourager chaque personne sur le terrain à être proactive, à prendre les devants pour la sécurité. Ça, c'est la vision idéale, la théorie. Sauf que la réalité du terrain, elle, est bien différente. Un rapport d'une commission indépendante, la CRIRAD, pointe du doigt ce qui se passe vraiment.
Il explique que si les règles sont parfois contournées, la cause profonde, c'est la combinaison des niveaux de radiation extrême et d'une surcharge de travail écrasante. Ça pousse les équipes à prendre des raccourcis pour être efficaces, même si c'est risqué. Et on touche là à toute la difficulté de l'exercice. Il y a une tension permanente entre la procédure, qui est pensée pour la sécurité, et les impératifs de la mission sur le terrain. Une bonne culture de sûreté, ce n'est pas celle qui est parfaite dans un bureau, mais celle qui tient le choc dans le feu de l'action quand la pression est à son maximum. Au final, Fukushima, ce n'était donc pas seulement une catastrophe naturelle. C'était avant tout une défaillance humaine, une défaillance organisationnelle, qui a forcé une introspection à l'échelle mondiale. Et ça nous laisse avec cette question, qui reste entière. Comment fait-on pour que ces leçons, si douloureusement apprises, ne restent pas que des lignes dans un rapport, mais qu'elles façonnent vraiment une culture de la sûreté qui résiste à l'épreuve de la réalité ?